André pendant le live. Hello tout le monde. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça va? On va se donner quelques petites secondes, le temps d'atterrir, parce que des fois, il y a un petit décalage avec LinkedIn. En tout cas, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, parce qu'on a décidé de prendre la question des 3 qualités, des 3 défauts en entretien qui peut encore être aujourd'hui en 2026 posée aux candidats. Et on avait bien envie de la prendre, de la tordre et de la renverser pour la ramener côté entreprise et se questionner sur les défauts de l'entreprise et comment, enfin déjà, est-ce qu'elle peut et comment est-ce qu'elle peut assumer ses défauts pour viser un peu plus d'authenticité, la fameuse dont on parle beaucoup, qu'on nous promet, mais comment on la met en application. Aujourd'hui, j'ai Shirley avec moi pour nous guider. Shirley, c'est la reine des annonces détaillées et de la com zéro bullshit. Donc, je suis d'autant plus contente. Faites-nous signe dans le chat, dans les commentaires, pardon, pour nous dire si tout fonctionne. Shirley, tu te présentes en 2-3 mots, qui tu es, qu'est-ce que tu fais de beau, voilà, on veut tout savoir. Pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, j'ai 40 ans déjà, je suis une daronne du recrutement, très clairement. Ça commence bien. Et donc, je suis recruteuse informatique précisément. Je fais ce métier depuis maintenant 15 ans. Donc, c'est quand même assez long. Et je recrute vraiment toute la galaxie tech. Hein. Ça va des développeurs, architectes, développeuses, architectes. Ça va aussi vers des engineering managers, staff. Bref, c'est coloration managériale, moins managériale. Ça va aussi vers la data. l'Ops, etc. Donc, j'ai pas, on va dire, de spécialisation sur une stack donnée, ni même sur un métier donné. Donc, c'est vraiment toute la tech, même si ça m'est déjà arrivé de faire des PM, des PO. Et donc, ça, c'est vraiment la grosse partie de mon job. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi ma casquette d'agent de carrière où là, pour le coup, ce sont les individus qui sont mes clients et je les accompagne dans la construction, la consolidation, dans la sortie de leur job. Et parfois, c'est vraiment un parcours du combattant. Et donc, j'ai un petit peu, on va dire, toute la chaîne du recrutement. J'aide l'entreprise, mais j'aide aussi les individus qui y rentrent. Et voilà. Globalement, si je dois me décrire, c'est à peu près ça. Après, évidemment, à côté de ça, sur la pause déj ou en balade avec mon chien, il m'arrive de penser à des blagues, des écritures drôles, à des trucs voilà, qui sont un peu en décalage avec ce que je peux faire. Et donc, j'essaie de mettre un petit peu de fun et de bonne humeur dans ce métier parfois un peu rigide. Eh ben, c'est beau. Et c'est ta marque de fabrique en plus, cette petite touche, Ouais. d'originalité, de loufoquerie. Est-ce que ça se dit? Non, je crois même pas. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Regarder j'adore. Voilà, j'aime bien. Un petit peu de loufoquerie dans ce monde, on en a besoin. Hélène Lee est là pour nous dire que tout fonctionne. Merci Hélène. Voilà, ça c'est mon gars sûr, enfin ma go sûre. Merci. C'est bon, tout fonctionne, on est bien là. Donc je le disais en intro, trop contente de vous retrouver aujourd'hui et d'autant plus à tes côtés, Shirley, parce que faut le dire, faut le préciser. Pour ceux qui ne le savent pas, Shirley, t'écris quand même les annonces les plus détaillées de l'histoire du recrutement. D'ailleurs, c'est prévu pendant le live. Tu nous en partageras une que tu pourras commenter, décortiquer en live. Et justement, je trouve que comme point de départ, c'est peut-être intéressant de partir de là, mais de se dire que aujourd'hui, et moi je suis la première d'ailleurs à le dire, je le rabâche assez souvent puisque mon métier c'est l'écriture aussi d'articles, mais je le dis souvent, en marketing, on nous apprend à être concis, à aller droit au but. On nous dit à longueur de temps qu'aujourd'hui, l'audience, donc les lecteurs, potentiellement aussi les candidats, sont des consommateurs. Faut que ça aille vite, faut pas traîner en termes de contenu. Et ils n'ont pas le temps de lire. Et donc toi, t'as pris le contre-pied puisque t'as fait le choix de faire des annonces très longues. On en verra un exemple après, mais vraiment très longues. Pour ceux qui connaissent Shirley, vous devez déjà le savoir. Et alors moi, ce que je veux te demander déjà en intro, c'est pourquoi t'as osé et pourquoi tu oses encore faire différemment dans un monde où on passe notre temps à nous dire allez droit au but, faites du concis, arrêtez les pavés. Alors, déjà, il faut savoir, c'est que à l'époque, moi, j'avais commencé par
faire de l'humour, que de l'humour et des approches très brèves. Et à un moment donné, c'est lassant. Voilà, ça a été très lassant. C'était quand j'étais notamment en ESN. Et je leur ai proposé à l'époque de faire quelque chose de beaucoup plus détaillé, comme si on était en immersion chez le client. Détaillons les missions pour attirer les consultants. Et je m'en souviens qu'à fut un temps, on me disait « Ouais, mais non, on va pas détailler nos missions, c'est trop de détails, ça sert à rien, on recrute sur profil et tout. » J'ai fait « Oui, mais les gens, quand même, il faut donner de la matière. » Donc déjà, là, je me suis dit « Tiens, il y a un blocage dans mes aspirations. » Donc j'ai décidé de me dire « Ok, je vais créer ma boîte. » Et je vais faire ce que j'avais en tête, c'est-à-dire une intuition, qui est de me dire, les gens, ils achètent une annonce comme ils achètent un appartement, il faut du détail. Tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on soit comme s'ils étaient dans l'entreprise. Et donc, au début, je commence à proposer ça à pas mal d'entreprises. Beaucoup sont très réfractaires. Elles me disent, non, mais pourquoi tous ces détails? On met pas en rêve, on donne les éléments de rémunération, mais pas en rêve, on donne les noms des personnes dans la boîte, mais pas en rêve, on donne ces éléments très confidentiels. Donc, je sentais que voilà, je ramais. Je crois qu'il y a eu un truc comme 20 refus. Je me suis dit, mais en fait, le fin mot de l'histoire, c'est pas ça. Peut-être que c'est autre chose et tout. Et puis, il y a une entreprise qui m'a dit, franchement, on galère. Recrutons à ta méthode, on fait confiance, carte blanche. Et là, je me suis dit, bon, ok, cool, enfin une qui accepte. Donc, c'était Les Furets à l'époque. Et donc, je commence à rédiger. Je fais une immersion avec eux. Donc, c'était une immersion d'une demi-journée. Avec eux, c'était pour le coup une journée où j'ai rencontré les gens de l'équipe. Exactement ce que je voulais faire quand j'étais en ESN. Rencontrer comme si j'étais en mission. Ouais. Donc, j'ai rencontré le CTO, j'ai rencontré toutes les personnes de l'équipe, j'ai visité les locaux, j'aimais bien regarder justement ce que disait le manager. C'est très révélateur parfois de leur culture d'entreprise, les livres qu'il y a sur le bureau, tu vois. Donc j'étais là vraiment en mode immersion. Et donc j'ai rédigé par la suite cette annonce, j'ai itéré avec eux et ça a été diffusé. Et en fait, là où il y a eu le succès, c'est pas tant d'un coup, il y a plein de personnes qui ont postulé, c'est qu'il y a eu le succès de la recommandation. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui a commencé à dire « Oh là là, génial cette annonce, je la partage dans le monde de la tech. » Et puis ensuite, une autre personne qui a dit « Ah, mais c'est super » et ainsi de suite. Et en fait, ça a fait un effet boule de neige. C'est par le bas qu'est venue la légitimité de cette méthode, en fait. C'est-à-dire que sur Twitter, j'avais jamais eu autant de retweets et de tweets, de likes, « Ah, on aurait aimé avoir ce genre d'immersion, ce genre de détails. » Il est dans telle boîte, et ainsi de suite. Donc, du coup, les gens, ils ont commencé à faire du bouche à oreille. Et c'est là que des entreprises m'ont dit, en fait, ta méthode, pourquoi pas, on veut bien tenter, etc. Donc, je leur ai suggéré que voilà, ça a fait son effet, que ça a provoqué à la fois du buzz, donc c'est bon pour votre marque employeur, mais ça a aussi provoqué des candidatures qualitatives, et ainsi de suite. Et au final, maintenant, naturellement, j'ai envie de dire, les entreprises adhèrent, on va dire, à ma méthode, pour le coup. Ouais, en fait, ça signifie que tu as observé avec la pratique que ta cible, donc les candidats que tu visais, ils étaient réceptifs à ce format. Et en fait, à partir de là, ton client, l'entreprise, elle ne peut que constater ça et être alignée avec ta façon de faire. Parce que le but, c'est pas de faire plaisir à ton client, c'est de... Enfin, la finalité, c'est ça, mais le but, c'est de parler à la cible. C'est ça la priorité, en fait. C'est pas de parler au client. C'est pas de parler au client. C'est ça. Et on en vient à ton terme que tu as dit tout à l'heure, qui est très juste, c'est que ça reste du marketing. On parle aux utilisateurs. Les utilisateurs, ça reste les candidats, quand tu y penses. Et ils sont utilisateurs d'un produit qui est le projet d'entreprise. Et au final, quand tu comprends qui est ta cible en face, qui sont les utilisateurs, quels sont leurs besoins, pourquoi ils en ont marre des recruteurs pour certains et certaines, pourquoi ils répondent pas. Quand tu captes un petit peu cette psychologie des utilisateurs que tu as en face de toi, tu te rends compte, en fait, et c'est aussi là que le côté agent de carrière, c'est que tu réalises qu'il y a des besoins qui ne sont pas assouvis, qu'il y a des besoins qui n'existent pas. Et donc, c'est eux qui ont été quelque part prescripteurs. Tu vois, c'est un peu comme toi, tu n'es pas convaincu de quelque chose que tu achètes dans un magasin, puis ton prescripteur, c'est ton enfant. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. À ton avis, il parle à qui la cible? Pas à toi, à l'enfant. Donc, en fait, c'est ça l'idée, c'est qu'à un moment donné, ils sont devenus vraiment prescripteurs. Et au final, c'est au-dessus qu'ils ont dit, bon, OK, donc si les candidats répondent et sont vraiment dans une démarche de postuler, de rejoindre l'entreprise parce que il y a du détail, et après, ça a été beaucoup des entreprises qui n'ont pas forcément pignon sur rue, c'est-à-dire des entreprises qui sont moins connues, et le détail, ça leur permettait vraiment de donner un petit peu quelque part la pépite à l'intérieur qui n'était pas révélée avec le grand nom, tu vois. Je ne sais pas si c'est clair que je dis ça, mais du coup, c'est elles qui vont aussi adhérer juste après à ma méthode.
Et alors, Hélène, en commentaire, a dit: «Ça dépend ce qu'on raconte, les gens lisent ce qui les intéresse. Ça dépend ce qu'on raconte et à qui on le raconte aussi». Parce qu'en fait, moi, ce que je retiens dans le format que tu as choisi, donc ce choix, cette audace de faire du long, du détaillé, c'est aussi parce que c'est ta cible qui est réceptive à ce format. Et il y a quelqu'un qui dit aussi, c'est Audrey qui nous dit: «Le problème des pavés, c'est que l'idée est diluée, mais je trouve que plus une annonce est détaillée, plus on sait où on met les pieds». Mais justement, c'est ça qui va être intéressant après, quand on va partager ton exemple d'annonce, c'est qu'on va voir que c'est long, mais c'est pas dilué. Enfin, et je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure, je crois que c'est Hélène, elle a dit la concision et la longueur sont deux choses différentes. Mais c'est exactement ça en fait. C'est peut-être qu'on a tendance à faire une confusion entre le concis et le court, le long et le détaillé. Enfin, c'est des notions un peu différentes. Bref, je m'égare, je reviens. Donc ça, c'était voilà, histoire de poser la base et de comprendre pourquoi Shirley a fait des annonces aussi longues. Pourquoi dans ce monde on appelle à la concision, pourquoi elle a le parti pris de faire du long, du détaillé. Et l'idée... Ouais, vas-y, tu voulais dire un truc? Non, je disais que parfois les deux vont ensemble. C'est-à-dire que tu peux faire un post très concis qui accroche, sur LinkedIn par exemple, Oui. et dire si vous voulez plus de détails, checkez l'annonce, tu vois. Du coup, le concis, c'est quand même pour attirer, c'est pas faux, quoi. Je veux dire, elle a raison, Hélène, pour quand elle parle accrocher. de ads, c'est qu'effectivement, il y a à un moment donné l'argumentaire publicitaire quand même. C'est voilà pourquoi ça donne envie, tout de suite, ça accroche l'œil. Il y a quand même cette notion marketing. Mais dire que, à un moment donné, pour se projeter, pour mettre les pieds, il faut effectivement que les personnes sachent où elles vont, quoi. Et alors, du coup, la question qu'il va falloir se poser derrière, forcément, c'est la thématique du live, mais c'est aujourd'hui, donc, on questionne encore les candidats sur les 3 qualités, les 3 défauts, et le but derrière tout ça aussi, à travers ce format long, c'est pas qu'une histoire de taille, c'est aussi une histoire de ce que tu mets dans tes annonces, et c'est ça aussi qui est crucial. C'est d'aller rechercher cette authenticité, d'aller gratter un peu là où ça peut irriter dans l'entreprise, et comment est-ce qu'on arrive à renverser ça côté entreprise. Et d'ailleurs, en off, je t'ai posé la question, donc je t'ai laissé te préparer, mais j'aimerais bien aussi poser la question à ceux qui nous écoutent. Si aujourd'hui on vous demande quels sont vos 3 défauts, qu'est-ce que vous répondriez? Est-ce que vous seriez honnête et vous donneriez vos vrais défauts, ou est-ce que vous allez enrober le truc en mode moi je suis perfectionniste, voilà, c'est vraiment pénible d'être perfectionniste au quotidien, c'est dur à vivre quand même d'être perfectionniste. C'est quoi tes 3 défauts, Shirley, toi? Moi, c'est clairement tête en l'air, et c'est peut-être aussi pour ça que je note tout. Mes annonces, c'est un peu mon garde-fou, tu vois. C'est qu'à un moment donné, attends, mais il m'a dit ça, est-ce qu'on s'est vraiment dit ça? Hop, je vais checker dans l'annonce, je vais revoir un petit peu aussi ce qu'on s'est dit. Donc ça peut m'arriver d'être parfois tête en l'air, et d'ailleurs je m'excuse publiquement aux personnes que j'ai peut-être mis à un moment donné, j'ai dû mettre des lapins parce que j'avais zappé le rendez-vous, etc. Donc vraiment, Ah ouais, à ce point-là quand même. non, c'est pour ça que je le dis publiquement, que je peux Ouais, être parfois costume. tête en l'air. Ouais. Encore avec mes enfants, ça va, je les ai pas encore oubliés quelque part, donc heureusement, mais des fois je me dis on n'est pas encore dans cet extrême. Ok. Mais voilà, donc il y a ça, il y a alors autre défaut là comme ça, vraiment impatiente. Des fois, je peux être vraiment tu vois, si on répond pas en 48 heures à un candidat, je me dis c'est long, quoi, tu vois, je me mets à leur place et tout, et puis même sur Non plein mais d'autres aspects. arrête, t'es en train de me faire le coup de tu choisis des défauts, derrière Non, tu mais je te peux. jure, Tu crois que je te vois pas? Tu crois que je te vois pas faire? Je suis non, mais des fois, impatiente, c'est supporte vraiment un pas quand on énorme répond pas aux candidats. tu sais, je souffle dans les oreilles des gens quand je suis dans une file d'attente. Non, franchement, la patience, c'est insupportable. Mais moi, des fois, je m'énerve moi-même. Des fois, je me dis, mais vas-y, détends-toi, relativise, c'est bon. Et c'est vrai que la patience, pour moi, chez moi, c'est un gros, gros défaut. Tête en l'air, impatiente, et puis un peu impulsive aussi, des fois, dans le sens où je peux être un peu cash, quoi, que ce soit dans mes remarques, dans mes façons des fois de communiquer. Je vais pas avoir la rondeur politique que certains exercent très très bien. Et d'ailleurs, je trouve des fois c'est une qualité. On dit ouais politique, nanana, le mot il est un peu sale et tout. Je trouve sincèrement des gens qui exercent ça, ils ont des fois des places très très bien dans des boîtes, et c'est vraiment une qualité. Moi, je vais pas toujours avoir cette finesse de dire bah tiens, entre tel profil et telle personne, il faut que j'adapte bien. Quand je pense vraiment quelque chose, j'ai tendance à le dire sans même des fois formuler bien les choses dans ma
dans ma bouche, quoi. Et la fois, je regrette, je me dis, oh putain, merde, c'était enregistré, j'aurais pas dû, tu vois. Et certainement, Ah! c'est arrivé pendant ce live, tu vois. Donc voilà, ça J'adore. fait ça que j'ai envie de dire. Et il y en a Heu, encore plein d'autres, hein, mais bon, 3, c'est déjà pas mal. Déjà 3 c'est déjà bien, faut les trouver, hein. Il y a Johanna qui dit, qu'elle, a priori, elle aime bien quand même cette question. Mais je pense qu'en fait, le fait de poser cette question en entretien, c'est pas la question en elle-même, finalement, qui est tant dérangeante, c'est plus, le fait que, bah, de par le contexte, de par la manière dont la question elle est amenée, de par peut-être le manque de préparation, côté, candidat, faute d'avoir eu des éléments sur l'entreprise et cetera. Finalement, tout le monde, édulcore et répond pas vraiment de manière honnête. En fait, elle serait pertinente dans la mesure où, bah, tout le monde jouerait le jeu vraiment de l'honnêteté. Enfin, si je dis en Et entretien, c'est moi je très suis une corrélé grande à procrastinatrice, par exemple. je trouve que c'est très corrélé à un contexte. Tu peux avoir des énormes qualités pour une boîte qui va se transformer en énormes défauts pour une autre. Par exemple, des gens qui sont très communicants, peut-être que dans une boîte, ils vont adorer parce que c'est ce qu'ils attendent. Peut-être que dans une boîte, ils vont te dire: «Bah non, on veut du delivery là, le blabla, les débats, penser à la conception, pendant 3 jours, sur ce qu'on va faire, c'est pas ce qu'on attend», tu vois? Je trouve que c'est très corrélé à un contexte et c'est pour ça que moi j'ai tendance à poser cette question qui est peut-être un petit peu, bon limite mais pas bien méchante, c'est, voilà, au bout de 90 jours, dans telle entreprise, qu'est-ce qu'on va pas supporter chez toi au bout de 90 jours quand tu seras dans cette boîte, tu vois? Et il y a parfois Ouais. ce côté: «Ah, c'est la même question que les défauts et les chefs». Bah non, c'est vraiment dans cette entreprise, en fait. Qu'est-ce que d'après ce que tu as pu lire justement dans cette annonce, d'après ce que tu es toi, à ton avis, c'est quoi qui va matcher, pas matcher, quoi? Tu vois? Ah, Et intéressant. c'est un peu C'est vrai tourné que d'idées, ça mais c'est plus ouais, corrélé à ce contexte pour moi, tu vois? ouais, ouais. Ouais, on est plus de l'ordre de la projection, presque, ouais, sur la question, situationnelle où on projette, presque. Et moi, j'aime bien les OK. recruter, là, certains, ils me disent: «Ah ouais, non, mais c'est avant 90 jours». Des fois, il y en a certains qui disent: «Attends, c'est le temps de la période d'essai, c'est ça?» Non, mais du coup, c'est marrant parce que je t'écoutais poser la question et je me dis que si on me posait la question, je crois le premier truc qui viendrait, c'est que je suis bruyante comme personne. Et Mmh. c'est pas un truc qui me serait venu tout de suite, mais Oui, là, bah, je me voilà. projette, je me Mmh. vois dans l'entreprise et je repense à mes défauts en entreprise et je me dis: «Ah ouais, c'est vrai que je suis bruyante». On m'a souvent dit, dans l'open space: «Tu fais trop de bruit, on n'entend que toi, tu chantes, tu parles fort», enfin bref. Moi, et après, ils me Donc demandaient: «Et vous?» Là, je réponds: et vous, c'est quoi votre défaut? Et ben justement, on y vient sur le côté entreprise, parce que, alors depuis tout à l'heure, je me rends compte que j'affiche pas du tout les petites bannières que j'avais prévues, je suis trop absorbée par ce que tu me racontes. Mais le point de départ, justement, pour renverser cette tendance, la mettre, côté entreprise, il y a un peu une clé, en tout cas, c'est ta secret sauce, la méthode Shirley qui est donc l'immersion. Tu l'as évoqué un peu quand tu as parlé de l'exemple, des furets où tu as dit que tu es allée passer une demi-journée. Toi, ça, c'est ton truc. Pour toi, c'est vraiment le truc, incontournable, c'est d'aller chez ton client, d'aller chez lui en immersion et vraiment, alors c'est quoi concrètement? Si tu vas dans les locaux, tu passes, une journée à observer, les gens Alors comment ils déjà, bossent je ou leur dis je vous leur êtes autour d'une table, c'est quoi? alors souvent, c'est une façon de procéder qui est déjà en amont, qui on voit en fait. Quelles sont les personnes qu'on va organiser durant cette journée. Déjà, je fais un distinguo aussi entre les entreprises en full remote et les entreprises, qui ont donc des locaux. Des fois, ça Bien peut se sûr. faire à distance. Mais pour celles qui ont des locaux et même pour les autres, je leur demande, voilà, qui on va rencontrer. Donc souvent, ils ne le savent pas. Moi, je les guide en disant: «Voilà, moi, j'ai besoin d'une personne orientée RH». Donc ça peut être, responsable recrutement, ça peut être, chief people, ça peut être, voilà, des fois le DAF. Voilà, la personne qui représente, le pendant administratif RH dans l'entreprise. Ensuite, ça va être, bah, le head of, celui qui donne la vision technique. Donc là, c'est pareil, ça peut être, des fois, un staff, ça dépend de la taille des structures. Ensuite, dans l'équipe, j'aime bien dire, voilà, une personne qui est plutôt junior, une personne qui est plutôt senior, parce que c'est pas les mêmes sujets. Une personne qui est donc, nouvellement arrivée, une personne qui est là depuis très, très longtemps. Donc globalement, c'est à peu près ça que je demande. Après, ça dépend des équipes, mais ça me fait rencontrer à peu près, voilà, 5 personnes, des fois un peu plus. Et une fois que je vais sur place, j'aime pas trop le principe, de comment dire? D'arriver et d'avoir tout le monde en face de moi pour discuter. Donc ça va vraiment Mmh. des rencontres one to one. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu rencontres tout le monde comme ça, les gens osent pas. Il y a leur head of, la personne elle est nouvellement arrivée, elle va dire, «Ça me plaît pas, ça me plaît pas». Puis, voilà, à la fin, moi je leur demande toujours quels sont les plus et les moins du projet d'entreprise. Et donc,
Je leur dis à chaque fois, hein, quand je les rencontre, je leur dis: «Voilà, ça sera des éléments où on va itérer ensemble. Toutes ces informations qui sont données là, évidemment, je vais pas, les donner, tout de suite à l'entreprise. Ça sera formalisé dans une annonce en recrutement». Donc je leur explique exactement pourquoi je les rencontre en one to one parce que, au début, il y avait un peu ce côté inspectrice du travail. Pourquoi elle me rencontre moi? Je viens Oui. d'arriver. Elle veut savoir, tu sais, il y avait un petit côté un peu des fois malaise où là, je leur disais: «Non mais, on va se détendre, il y a aucun souci, c'est vraiment pour, la marque employeur, pour travailler sur une annonce, qui donne envie, quoi». Et donc, là, à partir de là, je vais cibler mes questions. C'est-à-dire qu'un head of, je vais plus lui poser la question sur, les choix techniques, par exemple. Pourquoi cette architecture? Quels sont les défis techniques de demain? Quelle est la vision produit? Quel est le business model aussi? Ça m'arrive, voilà, de poser des questions aussi vis-à-vis du business model. Des fois, il est avec le PM quand il y en a un. Les gens de la tech, c'est plus à en donner la vision managériale. C'est quoi la culture managériale de votre entreprise? Est-ce que c'est plutôt top down? Est-ce qu'il y a de l'ownership sur le code et la base? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques de développement? Si oui, lesquelles et pourquoi? Donc, du coup, c'est pas tout à fait les mêmes questions que je posais. Ça sera beaucoup plus sur du terrain, de l'opérationnel avec les gens de l'équipe et plus sur des éléments structurants avec, bah, en fait, les gens qui ont une vision managériale. Et ensuite, avec la personne qui est plutôt orientée RH, ça va être plutôt les conditions de travail. Qu'est-ce que vous faites sur le plan RSE? Est-ce qu'il y a une égalité salariale? Est-ce qu'il y a une transparence salariale? Comment, voilà, pourquoi les gens partent de chez vous? Ça, c'est une question que je leur pose souvent. Et pourquoi ils partent? Et quelles sont Mmh. les dernières personnes qui sont parties, pourquoi elles sont parties? Ça peut m'intéresser et avoir des éléments concrets. Souvent, je leur dis, voilà, qu'est-ce qui, pour vous, est-ce que vous postulerez aujourd'hui dans votre entreprise et si oui, pourquoi? Ça peut être intéressant, voilà, qu'une RH aussi soit challengée sur, une RH ou un RH soit challengé sur, son entreprise. Parfois, ils ont souvent ce rôle de vendeur et en fait, en coulisses, ils détestent leur boîte au plus profond de leur âme. Alors, j'ai pas rencontré évidemment ce cas de figure, mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer, des personnes, qui sont, dans le départ, quoi, qui me disent: «Ouais, voilà, moi, je clairement, on m'a mis dans le rendez-vous, des personnes à rencontrer, mais moi, je veux me barrer de la boîte, quoi». Et là, c'est intéressant de creuser. Je leur dis: «Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nin et donc voilà, Mmh. donc du coup, on devient presque cette personne qui fait une sorte d'audit un petit peu du bien-être au travail et Ouais. donc le RH, voilà, va me donner des éléments un peu différents sur, la culture, d'entreprise, pourquoi, c'est quoi la raison d'être de la boîte, c'est, voilà, pourquoi ce produit, quels sont les concurrents de ce produit et cetera. Donc ça va être beaucoup plus des échanges un peu business, un peu humains. Les autres, ça sera beaucoup plus des échanges techniques et à la fin, franchement, j'ai des prises de notes journalistiques. On a l'impression que j'ai j'ai au moins un pavé de je ne sais combien de voilà, qu'à la fin, je dois synthétiser tout ça. Je dois à un moment donné réagencer avec ma trame, en fait, qui est vraiment du grand, comment dire? La big picture et à la fin, vraiment sur les attentes par rapport aux besoins. Mais ça me permet vraiment de sentir un petit peu, voilà, les choses qu'on voit pas quand on comment dire? Quand, on discute pas avec les autres, tu vois? Des fois, il y a qu'une personne qui est en façade. Cette personne a sa vision des choses et moi, ça me permet vraiment d'aligner aussi le besoin entre un senior et un junior. Pour vous, c'est quoi la définition? Mmh mh. Peut-être que certains Mmh. vont dire: «Un senior, pour moi, c'est quelqu'un qui a 10 ans d'expérience». Il y en a un autre qui va me dire: «Bah non, un senior, c'est 5 ans, tant qu'il sait bien faire le job, tant qu'il a la tête bien faite». Et des fois, je me dis: «Ah ouais, donc en fait, vous êtes pas d'accord, en fait, vraiment sur, l'attente». Et ça m'arrive à la fin de me faire aussi une sorte de petit compte rendu en disant: «Je pense que sur ce point-là, ça va être compliqué parce que, il y a un refus, parce que là, on n'est pas clair sur ça». Et donc du coup, ça permet vraiment aussi de refaire un point, avec les parties prenantes et de vraiment toucher le point que je sens sensible pour trouver les bonnes personnes. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'en fait, cette partie en amont, on le fait pas assez structuré et on part direct en disant: «Ah bah attends, j'ai cette personne dans ma base, ah j'ai cette personne qui pourrait bien fitter, machin, machin». Et en fait, tu te rends compte que tu as pas assez bien structuré en amont. Tu vas envoyer des candidatures et puis il y en a un qui va être d'accord, l'autre pas d'accord, l'autre qui a ce salaire, mais en fait finalement c'est pas ce salaire. Et à la fin tu fais: «Mais en fait on est basé sur quoi en fait? On travaille sur quelle base? C'est quoi la base documentaire, la documentation?» Tu vois? Et ça me permet vraiment d'avoir, une sorte de garde-fou. OK, on s'est dit tout ça, on est d'accord que les points forts, les points faibles, c'est ça, que les points, qui vont pêcher, ça va être ça et ce qui se révèle être vrai ou pas sur le marché. Des fois, ça peut être des points que j'ai identifiés, finalement ça pose pas de problème. Et à la fin, on itère et je leur dis: «Bah, voilà, cette personne répond à ces points-là» et du coup, je fais une scorecard après associée à cette annonce sur les points cruciaux qui sont attendus sur le plan technique, sur le plan humain, sur le plan business, et sur le plan administratif, quoi. Donc globalement, c'est à peu près ça. Donc c'est beaucoup de temps en amont, bah, à discuter avec les gens, de rédaction. Alors c'est sûr que voilà, ça peut sembler être énorme comme,
comme temps, mais c'est du temps gagné pour après, quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé des fois de faire des recrutements, où en 1 mois, même pas, c'est fini, quoi. Parce que les gens, ils ont vu l'annonce, ils postulent, ça correspond bien. Moi, j'ai ma scorecard qui est claire. Eux, ils ont aussi leur scorecard. On a aligné nos planètes et Ah, des fois, ça change plus vite, quoi. si c'est ça bug. Ça y est, c'est revenu. On a eu un petit bug de quelques secondes, je sais pas pourquoi. Toi aussi, ça avait bugué? Bah non, moi, du coup, j'étais en mode, Tu m'entends? blablabla. Y a pas Là, je t'entends, mais j'ai l'impression qu'il y a un décalage, dans Bah, c'est moi, je sais pas, ça m'a fait tout sauter. Bon, désolé. D'un coup, écran noir. Bon, les aléas du direct. Du coup, j'ai pas entendu la fin, mais bon, c'est pas grave. non, je disais ça. Je voulais juste du coup. Tu m'entends là, du coup? Je sais pas si tu voulais que je termine, du coup, sur la fin? Ouais, Non, juste très, très on est brièvement, un peu c'est en que décalage du coup. OK. Non, je disais juste que ça fait gagner du temps pour beaucoup de personnes, en fait. C'est-à-dire que de bien structurer les choses en amont, ça fait que tu es bien aligné, avec toutes les personnes qui sont partie prenante du projet en recrutement et ça permet d'aligner, tes planètes et à la fin, ça peut arriver que, voilà, sur certains projets, en même pas 1 mois, je trouve la personne parce que la personne se projette, la scorecard, elle est claire à tous les niveaux et puis hop, tu trouves les bonnes personnes pour le bon poste, quoi. Donc c'est du temps gagné pour après, quoi. Et du coup, comme tu parles de la notion de temps, ça me permet de rebondir sur ce point. Je me fais un peu l'avocate du diable, mais bon, dans ma jeune époque, j'étais recruteuse. J'adorais faire des visites de poste, hein, pouvoir faire de l'immersion. Alors pas aussi poussé que ce que tu fais, mais ne serait-ce que de la visite de poste. Et honnêtement, allez, 7 fois sur 10, le client allait me dire on n'a pas le temps, quoi. C'était non, c'était un gros non, un gros stop pour que je vienne sur place et que je puisse faire un audit sur place. Et je me dis, peut-être que les gens confirmeront pas dans les commentaires, mais je me dis qu'on est quand même dans des contextes, la plupart du temps, où on est face à des clients qui vont te dire non, mais pas le temps, quoi. Tu veux venir une demi-journée ou une journée faire une immersion, pas le temps. Mais du coup, ce que je me demande, c'est toi, comment tu arrives. Alors, déjà, est-ce que tu as des fois des refus, effectivement, des clients qui vont te dire non, j'ai pas le temps? Est-ce que pour toi, c'est du coup un red flag? Est-ce que, moi j'ai plein de questions. Est-ce que du coup, tu arrives à contourner ça et les convaincre que c'est nécessaire? Parce qu'il faut prendre ce temps pour en gagner ensuite. Voilà, comment tu te positionnes par rapport à cette objection-là que je te balance? Alors, c'est vrai que j'ai été confrontée effectivement déjà à des entreprises qui me disaient, «Oui, mais on a déjà une annonce, on va pas prendre tout ce temps» et cetera. Pour moi, c'est pas un red flag, mais c'est une révélateur d'une culture d'entreprise. Une entreprise qui clairement n'a pas, allez, des fois c'est une demi-journée et encore, comme je disais, je rencontre one to one, hein, c'est pas tous au même moment, donc c'est 1 heure, du coup, dans leur semaine, hein. C'est voilà, c'est pas Mmh. énorme quand on y pense. Donc si je me dis déjà, s'ils ont pas 1 heure à me consacrer pour vraiment trouver les personnes qui sont importantes a priori à recruter, bah, je me dis, ça en dit long sur leur temps qu'elles vont consacrer dans, la rencontre des candidats. Est-ce qu'elles vont mettre ce même elles vont avoir ce temps pour, voir mes dossiers, pour faire des points avec moi, pour rencontrer les personnes, pour leur peut-être faire des feedbacks? Pour moi, c'est assez révélateur qu'une entreprise qui n'a pas le temps, elle met très peu de qualité. Elle recrute urgemment et puis après elle va dire: «Ah bah, en fait, on va couper la période d'essai». Donc moi, en fait, je leur dis souvent, il y a 3 choses. Je leur dis: «Non seulement, comme tu dis, c'est faire gagner du temps pour, quoi, voilà, c'est prendre du temps en amont pour en faire gagner après. Deuxième chose, ça permet de trouver les bonnes personnes. L'idée, c'est pas de leur envoyer pléthore de CV. Souvent, on fait une annonce, leader sur le marché, c'est trop, trop large, un peu comme une maison, que je sais pas, tu dis voilà, 4 pièces, dans le coin, des Yvelines. OK, il y a 40 000 personnes qui disent: «Bah, tiens, je veux voir ce que c'est que cette maison». Tu sais, dès l'instant où tu mets pas de détails, tu filtres pas, en fait. Et donc ça veut dire que je leur dis: «Voilà, vous allez perdre un temps fou à avoir je ne sais combien de candidatures auxquelles vous allez pas y répondre, parce que vous aurez pas le temps, justement». Et donc, ça va clairement cramer votre marque employeur. Vous allez être là, à avoir des gens qui vont dire: «Purée, j'ai postulé il y a une semaine, j'ai pas eu de réponse, on m'a envoyé un mail automatique de refus, machin, machin». Donc j'ai dit: «En fait, le temps que vous perdez,
ça va vous cramer dans votre marque employeur. Et si vous jouez le jeu d'y répondre, vous allez voir que les gens, en fait, ils n'ont rien à voir avec la choucroute. Donc, au final, dans tous les cas, c'est soit vous cramez votre marque employeur, soit vous allez rencontrer des gens qui n'ont rien à voir. Donc ça, c'est le deuxième point. Et ensuite, le troisième point, c'est qu'à un moment donné, on en parle du coup d'une erreur de casting. Moi, je leur parle aussi finance. Je leur dis, voilà, vous êtes sur une levée de fonds. La personne que vous recrutez, si j'ai bien compris, on est quand même sur une équipe qui grandit. L'idée, c'est d'avoir quand même une pérennité du soft, d'avoir des gens qui quand même restent là au moins sur les 5 prochaines années. Ils me parlent de toutes leurs ambitions, comme quoi, voilà, ils vont faire décoller des fusées. Bon, c'est une façon caricaturale de dire les choses, mais je sens que voilà, c'est une entreprise qui a envie d'avoir des gens pertinents pour leurs solutions. Je leur dis, le but, c'est quoi? C'est qu'au final, ces gens-là, ils restent au bout de quoi? Quelques semaines, quelques mois, qu'à la fin, vous soyez encore en train de chercher, vous perdez du coup du temps à recruter, remplacer, licencier ou que sais-je encore. Et ça, on en parle de ce temps perdu et de l'argent que ça génère pour vous. Donc, j'ai dit, en fait, au final, 1 heure par semaine, je pense qu'elle est rentabilisée si on prend en compte tous ces paramètres-là. Et à Oui, partir de forcément. ouais, non, mais voilà, et je leur dis, au final, si on pense pas, voilà, en train de demander non plus, je suis pas en train d'arriver chez vous, refaire la peinture des murs, on va pas refaire la moquette, quoi, tu vois, on va juste se prendre 1 heure pour discuter de ce que vous voulez. On a beaucoup d'allusions à l'immobilier. Tu es en train de Ouais, non, chercher un mais non, appart ou faire des non, travaux du coup, il y a quand même des liens parce que mine de rien, ce qu'on propose, c'est quand même un projet de vie, tu vois ce que je veux dire, quoi? Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, mais Net complet. sur l'année, alors évidemment, tu changes pas de maison tous les 5 ans, mais quand même, tu vois, il y en a certains, c'est pour qui c'est un kiff, Mmh. de faire, mais il y a quand même cette idée de, voilà, on change des je trouve, même si ce terme, il est un petit peu, voilà, on se la pète en disant ça, mais je trouve que on change des vies, quoi, vraiment, aussi bien pour les Mmh. structures en recrutant les bonnes personnes. Des fois, ça peut faire complètement, flinguer leur business s'ils ont pas les bonnes personnes dans l'équipe. Comme Ouais, les gens, ouais. en fait, s'ils se retrouvent avec, je sais pas, dans des contextes où c'est pas fait pour eux, et cetera, bah, ça peut aussi, créer, un vrai sujet de mode de vie, quoi. J'en sais rien, tu vois? Ça change des vies, quoi, à Mmh. tous les étages, Mmh. quoi. Mmh. Oui, c'est pour Et ça que alors, je je voulais voulais te dire partager, je voulais te partager une réaction d'Audrey. Elle dit souvent en ESN, personne n'a le temps, parfois c'est essentiel pour gagner du temps. Et il y avait, Hélène qui complétait en te demandant: «Est-ce que tu penses que tu aurais pu faire ça, ce niveau d'immersion, quand tu étais salariée, notamment en ESN?» oui, je Heu, sais pas si elle avait entendu, du coup, Hélène, je l'avais proposé, ils avaient refusé. Ils voulaient pas que ouais, j'aille en en mission. intro, tu disais, Et ouais. par contre, j'avais rencontré une ESN qui était à Grenoble et qui ont parfaitement accepté, que je fasse justement cette immersion avec tous les gens de l'équipe et qui me parlent vraiment de leur, business model. Et là, c'était des questions un peu différentes en ESN. Les questions c'était plus à un moment donné: «Quel est votre positionnement? Est-ce que vous êtes une ESN généraliste ou vous avez un véritable positionnement? Comment vous choisissez vos clients? Est-ce que ça se base sur celui qui a le plus gros chèque ou il y a quand même une idée d'aller vers des clients, qui vous intéressent par rapport à telle culture technique?» et cetera. Et c'était aussi à un moment donné, quelles sont les missions qui sont majoritaires chez vous, même si voilà, vous me dites que vous faites un peu de tout, il y a quand même des missions qui ressortent du lot. Et donc, souvent, je prenais 2, 3, 4 missions types. Typiquement, ça peut être des missions courtes, des missions longues, des missions sans ça, et du coup, je les mettais en avant dans mon annonce en recrutement. Donc, c'était un peu une autre façon de faire. Et là, c'est pareil, ça va attirer quand même des gens. J'avais fait ça même pour Lunatech aussi, qui était donc plus orienté Java, Scala, etc. Et j'étais pareil, venue à Marne-la-Vallée, près de Disneyland. C'était génial d'ailleurs. Bon, j'ai pas été à Disneyland, hein, mais voilà. Et donc j'ai fait vraiment une immersion avec eux. J'ai discuté avec tout le monde, les consultants qui étaient là, avec bah, voilà, les architectes et tout. Et ça a permis de recruter bah, des personnes vraiment pertinentes pour eux, quoi. Donc c'est possible de le faire en ESN, mais c'est vrai que c'est pas les plus comment dire? C'est pas évident pour elles parce que, bah, les missions changent, les projets changent. C'est pas évident parce que beaucoup ont peur de la concurrence, et là souvent je leur dis: «Et moi j'ai pas peur de la concurrence». Moi de mettre le nom de Jean-Jacques, et de toute l'équipe en interne qui recrute, est-ce qu'à un moment donné, les recruteurs peuvent pas aussi les appeler pour leur proposer des candidats C'est qui vont vrai. Oui, oui, c'est vrai, on n'y pense pas, c'est vrai. Oui, parce qu'on va le voir avec l'exemple que tu Ouais, vas bah, nous j'aurais dit ça, partager j'aurais dit: après. «Voilà, on joue la transparence, on prend le risque, mais le risque, vaut la chandelle, quoi». Parce qu'au moins les gens, Ouais. qui sont chez vous, eh bien, ils savent, votre positionnement, votre culture. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a une ESN qui sait très bien faire parler d'elle et qui montre un peu l'envers du décor, c'est Shodo, qui voilà, montre, Mmh. leur culture, leur positionnement, leur, Ouais. ce qu'ils font, et pour le coup, eux, ils ont compris que c'est en montrant l'envers du décor qu'ils montrent, vraiment qui ils sont en matière de valeurs et en matière de positionnement. Mmh. Et je trouve que
c'est ça en fait, une ESN, c'est des missions, mais c'est aussi vraiment comment tu choisis tes clients. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une ESN par rapport à une autre? C'est aussi voilà, comment tu as une transparence salariale, comment tu fais tes TJ. Moi, je sais que voilà, chez Lunatech, ils étaient OK pour dire voilà, comment on prend notre marge et pourquoi on prend notre marge, quels sont les profils sur qui on va faire tel pourcentage de marge, etc., etc. Ils étaient vachement honnêtes dans leurs réponses. Et ça, tu as un candidat, tu fais ah ouais, ok, bah, ça me donne envie d'y aller parce qu'il y a une certaine honnêteté dans la manière d'écrire vraiment leur politique Mmh. salariale, leur business, tu vois. Ça peut donner Et envie, quoi. on salue Jonathan au passage de Chaudot, avec qui on a fait un live déjà pour parler, je sais même plus de quoi. Je crois qu'on avait parlé transparence. Ah oui, c'était le sujet. Est-ce que la transparence, ça concerne que les startups? Parce que c'est vrai qu'on a quand même observé qu'il y a pas mal d'innovations RH qui émergent souvent de l'écosystème startup, et on Ouais. s'était posé la question, est-ce que c'est applicable à tout le monde? Et juste une petite question, il y a Jeanne qui dit, est-ce qu'au-delà du refus, donc je pense qu'elle rebondissait sur le fait que je te demandais si c'était un red flag pour toi, une entreprise qui te dit je veux pas prendre le temps et tout. Est-ce que des fois, tu n'as pas peur de découvrir des red flags qui ne sont pas adressés? Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des cas où, en immersion, tu dis waouh, la catastrophe, c'est quoi Ouais. cette boîte, dans quoi je suis tombée? En fait, si Ouais. tu veux, c'est que j'ai été très honnête dans mon Sans dire des noms, bien sûr. Ouais, non, bien sûr, non, il faut pas, faut pas. Mais oui, oui, ça Pour m'est éviter. arrivé effectivement, de faire cette immersion et c'est en discutant avec l'équipe que j'ai compris qu'il y avait un environnement plutôt toxique, non pas toxique dans le sens où il y avait de la pression et cetera, mais une sorte de pouvoir auto-centré sur une seule et même personne qui avait la décision sur tout, D'accord. de droit et de vie, de mort sur le code. Et il y avait un peu ce côté où lui, déjà, dans sa manière de me parler, c'est est-ce que j'ai le droit de dire ça, tu vois. Déjà, je me suis dit, waouh, la liberté d'expression n'est pas là au Déjà, ça, rendez-vous. c'est un Ouais, indicateur, ça. et puis il me disait clairement que bah voilà, il pouvait pas faire ça, il pouvait pas faire ceci, il pouvait faire quoi. Il y avait vraiment une sorte de juniorité, mais pris dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est pas là pour prendre un junior pour le faire progresser, mais pour le soumettre à une sorte de système féodal où il y a vraiment bah, le grand patron au-dessus qui décide de tout et eux, comme ils sont juniors et qu'ils apprennent et qu'on leur donne leur chance, ils n'ont qu'une chose à dire, c'est amen et surtout à ne pas l'ouvrir. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, en fait, l'ambiance, c'est pas aussi waouh que ce que j'ai pu voir, parce que pourtant, la solution, elle était quand même dans un environnement où moi-même, je me suis dit, ça donne envie, tu vois. Et parfois, on est des fois dans des domaines incroyables où vraiment, l'annonce qu'ils avaient diffusée, parce que je regarde aussi leur annonce, etc., je me suis dit, ah ouais, ça donne envie. Et en fait, voilà, j'ai découvert l'envers du décor, je leur ai dit ce que je pensais, qu'à un moment donné, ça va être compliqué de recruter. Si vous voulez une personne plutôt senior, alors que quelque part, des gens qui ont un avis, une opinion, et qui du coup vont devoir critiquer certainement des moments au niveau du code, au niveau de l'architecture, peut-être sur des choix à faire et qu'ils n'ont pas droit à la parole, vous faites une erreur de casting. Il faut recruter, dans ce cas-là, une personne qui voilà, accepte, et voire qui débute, et du coup, il faut la formater à votre rythme. Il faut pas, un senior, ça ne marchera pas. Et donc, j'ai dit, et puis même, je trouve que la culture, vous allez vous enfermer avec cette personne qui a tout bâti de A à Z depuis le début. C'est une sorte de super-héros. D'ailleurs, le syndrome du super-héros dans les startups, il faudra qu'on en parle un jour. Mais il a tout bâti de A à Z. Et donc, du coup, il possède un petit peu le bébé. C'est son bébé, c'est lui le papa. Et à aucun moment, il faut critiquer le bébé, quoi. Tu vois, il est vachement beau, ton bébé, il faut rien dire. Sauf qu'à un moment donné, on a évolué, il faut changer les trucs, il faut peut-être faire grandir le bébé. Il y a d'autres choses dont il a besoin à son âge. On n'est plus du tout sur le même niveau de croissance, etc. Et c'était très compliqué qui se remette en question. Et au-dessus, quand tu faisais remonter le point, il y avait un peu ce côté ouais, mais c'est grâce à lui qu'on a monté tout ça, on peut pas lui dire non, quoi. C'est compliqué, on peut pas le remettre en question, c'est grâce à lui. Il y avait toujours ce côté un peu tout repose sur lui, c'est lui qui a tout bâti, et ça c'est vraiment pour moi un énorme red flag. Et moi je leur ai dit, et à la fin je me suis dit bon bah on va pas avancer, quoi. Parce que si en fait des fois ça m'est déjà arrivé de pointer des trucs, soit le red flag il est petit, soit le red flag il est énorme. Là il était vraiment énorme, et je me suis dit si eux ils ont conscience et qu'ils sont prêts à peut-être faire des changements et à prendre en compte, et à peut-être même voilà que je discute avec lui, ou même que eux ils discutent avec cette personne, mais là c'était vraiment fermé, c'était ah bah non, on va rien changer en fait. Et c'est Ouais, vraiment ouais, ça sent pas bon, ça. j'y vais ou j'y vais pas. S'il y a zéro remise en question, si là je me dis là en mettant vraiment le doigt sur le caca comme on dit, en disant là il y a un gros souci, ça va pas le faire en termes de recrutement, et que vous en face il y a aucune remise en question, là je me dis en fait je préfère pas ne pas y aller. Donc ça m'est arrivé Ok. une fois,
vraiment. Et une deuxième fois, c'était plus à travers les recrutements qui ont été faits, que je me suis rendu compte qu'en fait, le problème, il était ailleurs. Et donc, on a pointé du doigt le problème. Et là, pareil, il y avait pas de... Il y a toujours le même syndrome. C'est-à-dire, on a une confiance aveugle et absolue envers une personne qui a imposé toute sa vision, donc toute sa manière de coder, sa manière de faire monter la boîte, etc. Et donc, tout doit être dans son giron à cette personne. Et sinon, c'est de l'intuition personnelle, quoi. C'est pas genre des compétences. Est-ce que cette personne va s'entendre avec le grand chef, quoi. Tu vois, il y Ouais, avait un ouais, peu... bien sûr. Non, c'est Ouais, fou comment une personne peut avoir autant d'impact, d'influence. Est-ce que tu veux bien, Shirley, nous partager ton écran alors avec oui. une annonce exemple. Hem, et même je te propose qu'on aille direct sur la partie des moins et des plus. Faut dire que alors, Shirley, vous allez le voir quand elle va partager son écran, vous allez voir la longueur de l'annonce en question. Mais c'est surtout qu'en préparant ce live, elle m'a envoyé des exemples d'annonces et je lui dis: «Je suis déçue, j'en voulais une où il y avait beaucoup de moins», parce qu'elle a une partie, un peu, Bon, déjà, phare il dans y a un ses annonces. petit, il y a un petit- je sais pas si vous le voyez, mais là, il y a un petit sommaire quand même, tu vois, où les gens, Ah ici, oui, tu sont... fais même un sommaire Alors, du moins, c'est avec et Google Docs, ça génère un c'est avec sommaire. Google Docs. Petite, parenthèse, tout à l'heure, Jeanne, elle disait, Jeanne dans les commentaires, coucou Jeanne d'ailleurs, de chez Approach People, qui disait, «Mais est-ce que c'est, compatible avec un format mobile?» Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de candidats, ils consultent, tout depuis leur Ouais. téléphone. Donc oui, un Google Doc, tu peux le lire depuis ton mobile, c'est pas un souci. Ouais, complètement, ouais. Donc, c'est tout à fait compatible. Donc là, voilà, pour donner quand même un petit peu d'éléments, donc moi, je pars donc là, c'était l'entreprise ACS. Donc voilà, je mets le petit logo, etc. Je mets le contexte en recrutement, la petite histoire. Donc là, moi, je prends des éléments vraiment de tout ce qui m'a été donné. Bon, on va pas évidemment refaire chaque point, mais globalement, je me passe en gros de façon entonnoir, c'est-à-dire je vais vraiment prendre le plus large, l'histoire de l'entreprise, le contexte, l'histoire de la DSI. Donc là, c'est intéressant, parce qu'il y avait vraiment toute une histoire au niveau des choix techniques, etc. Et puis après, je descends au fur et à mesure sur, là, vous voyez en bas, sur le besoin en recrutement, le profil attendu, les compétences, les soft skills, etc. La rémunération, pour le coup, où là, bah, voilà, je mets exactement la fourchette salariale. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Mais au moins, les gens qui ne sont pas dedans et qui sont trop au-dessus, bah, voilà, ils ne vont pas forcément postuler. Et puis en bas, évidemment, les plus et les moins. Donc là, on Ah, étape, ma partie préférée. voilà. Donc là, c'est pareil, je leur dis, moi, ce que j'en pense. Pourquoi c'est un petit peu le fameux compte-rendu que je fais à la fin, où je dis, voilà, ce qui est vraiment fort chez vous, ce qui risque de pêcher un petit peu. Donc, il n'y avait pas de Ouais. possibilité de full remote, dans un contexte où, à l'époque, en tout cas, là, c'était il y a quelques temps, hein, c'était pas non plus récent, mais c'était, voilà, aux alentours, je crois que c'était il y a peut-être 2 ans de ça, tu vois? Donc c'était encore, par endroits beaucoup en full remote, et donc ça pouvait pêcher. Il y avait le contexte agile, donc il y avait une volonté, mais on sentait que quand même il y avait des termes en interne qui renvoyaient pas une sémantique très agile, comme par Mmh. exemple AMOA, je crois, ou AMOE. Il y avait pas de RTT. Bon, voilà. Il y a vraiment ce côté où, honnêtement, avec eux, je leur ai dit: «Voilà ce que j'en pense». Et ils étaient OK pour diffuser, quoi. C'est là où c'est intéressant, c'est que c'est pas juste de la transparence vis-à-vis de l'entreprise, c'est aussi OK de dire ce qui va pas, quoi. Et moi, c'est ça que j'ai Et aimé. et c'est comment Ouais. tu les amènes à accepter ça? Parce que j'imagine que quand même la plupart des entreprises, elles sont hyper frileuses. Elles se disent: «Attends, on va vraiment, annoncer ça aux candidats dès l'annonce? On va, assumer ces défauts-là?» Il y en a certaines, j'ai envie de dire, elles en ont conscience, tu vois? Et elles trouvaient que il y en a certaines où elles m'ont dit: «Là, c'est la formulation, elle est peut-être un peu trop forte», ou «Ça, peut-être que je le dirais comme ça», tu vois? Donc après, on en discute à un moment donné. Est-ce que déjà vous êtes d'accord sur ces moins et ces plus? Parce qu'évidemment, je sais pas si je l'avais précisé tout à l'heure, mais on itère, en fait. Une fois que moi j'ai rédigé toute l'annonce, j'itère avec eux sur cette fameuse documentation en disant: «Voilà, quels sont les points à reformuler, les points à changer», et cetera. Donc il y a une partie commentaire juste à côté, où vraiment ils vont mettre tout leur avis, et ils vont jusqu'à la fin. Et des fois, ça arrive de rien mettre ici, de dire bah go, quoi. Et il y en a certains, ils m'ont dit ah, OK. ça, la formule, quand même, elle est un peu touchy. Moi, j'aurais plutôt dit ça. Et comme ils sont plusieurs, je remets en fait toutes les personnes que j'ai rencontrées en commentaire de cette annonce. Donc, je remets, bah, voilà, comme je le disais tout à l'heure, le CTO ou la CTO, les gens de l'équipe, la personne responsable des RH, etc. Et à la fin, il y a des choses où on me dit: «Ça, non, tu le mets pas», ou alors: «Ça, c'est trop confidentiel, ça, je vois pas l'intérêt, ça, tu reformules comme ça». Donc on change, bien évidemment, mais l'idée, c'est quand même de garder,
Bah, voilà, moi aussi, ce que je leur ai dit, j'ai dit: «Voilà, si on enlève ça, c'est quand même le sujet principal de votre projet. Si on le dit pas, c'est quand même ballot». En tout cas, moi, je le dirai à Mmh. l'oral, quoi. Je vais pas m'empêcher de le dire, quoi. Mais souvent, elles sont pas du tout au contraire, c'est pas la partie qui les dérange souvent le plus. Ce qui peut déranger parfois le plus, c'est souvent les données confidentielles, la partie purement business. C'est-à-dire, ce point-là, par exemple, je sais pas si je l'ai mis là, je sais pas si j'ai mis les chiffres clés, à un moment donné, je mets ça, tu vois, dans les chiffres business, là, tu vois, ici, des fois, ça peut être, bon, là, il n'y a pas grand-chose, mais des fois, je mets plein de trucs sur, par exemple, le revenu mensuel récurrent ou ce genre de choses. Et là, ça leur arrive assez souvent, de dire, ah, ça, non, par contre, on ne met pas, la levée de fonds, elle n'est pas encore validée, nanana. Ils sont plus gênés à ça que véritablement sur la partie, comment dire, des plus et des moins, quoi, vraiment. OK. Et à souligner aussi qu'au-delà des défauts, enfin, les plus et les moins, on va parler de plus et moins plutôt que de défauts et qualités, mais ça fait le parallèle avec ce qu'on disait en intro. Au-delà de ça, il y a aussi un truc intéressant dans la manière dont tu écris les annonces, c'est qu'elles sont très personnifiées, très humanisées. Je sais pas si tu peux nous montrer, mais je sais qu'il y a un moment donné où tu cites les noms, je crois que c'est Jérôme Voilà, dont c'est tu sûr. parles, ou Jérémy, Jérôme, je sais plus. Ouais, c'est Jérôme, tout à fait. C'était Jérôme. Ouais, Voilà, c'est où Jérôme. tu Il n'a pas changé, non, pardon. Alors attends, c'est ça part tellement en nul, karaoké. mon Dieu, quoi. Alors attends, la Ah! compétition, c'est Voilà, Jérôme, et je crois que Jérôme, voilà, c'est ça. le nombre de personnes dans l'équipe, je crois qu'à un moment donné, je le mets en haut. Si tu étais Il dit dessus, si tu étais ouais, dessus, il y avait écrit, et Jérôme, n'attend pas des diplômes, alors c'est quoi la config de ouais, c'est c'était ça, la culture voilà du là. recrutement, du développement. Bon après les tableaux, voilà, moi j'ai changé un petit peu, je trouvais que c'était peut-être un peu trop moche, mais quand voilà, je me suis un petit peu aussi améliorée sur, je trouve, le rendu. Mais typiquement, ça m'arrive des fois de mettre le lien LinkedIn. Je crois que j'ai dû le mettre quelque part à un moment donné, le lien LinkedIn de Jérôme. Mais j'essaie de donner quand même, voilà, le lien des personnes dont je parle. Après, il suffit qu'ils mettent Jérôme et l'entreprise ACS, pour le coup, Il enfin, voilà, trouve, ouais. ils trouveront, Mais sur, ça, c'est intéressant parce que, on est vraiment enfin, là, on est vraiment au summum dans, heu, la capacité à humaniser une annonce parce qu'on le sait aujourd'hui, on est quand même, très sensible, d'un point de vue marketing, on est sensible à comment dire? Hem, J'arrive pas à trouver le mot. Je trouve plus le mot. On est quand même beaucoup plus touché par un contenu où il y aura de l'humain, où on sentira qu'il y a de l'humain dedans, qu'un truc très standard, classique comme on peut voir dans des annonces habituellement. Et là, en voyant l'annonce, on se dit: «OK, il y a vraiment quelqu'un qui a écrit cette annonce. C'est un être humain derrière qui a formalisé ce truc». Même des fois, j'ai vu des cas où tu t'impliques, toi, dans l'annonce, où tu dis: mmh. «Voilà ce que j'ai perçu, voilà ce que j'ai aimé dans cette entreprise». Et c'est vraiment un renversement total de ce qu'on connaît des annonces classiques et je trouve ça intéressant de voir un modèle différent. Maintenant, la question que je me pose, c'est que, il y a eu plusieurs fois des questions qui sont apparues que je trouve Ouais. intéressantes. C'est plus d'un point de vue technique. Comment est-ce qu'on publie ça après, alors toi, tu publies pas sur des job boards, je crois, mais si je devais publier une annonce J'en ai sur un job posté board. une sur Moment Labs typiquement où, je me suis rendu compte effectivement qu'elle était trop longue pour que ça rentre dans l'annonce LinkedIn, et donc à partir de là, je me suis dit: «Qu'est-ce qui va intéresser principalement, les candidats?» Parce que des fois, c'est du détail dans le OK, sens où tu dis là quand même, ça va pas pousser à l'achat, tu vois? Ce qui va vraiment pousser à l'achat, bah, c'est le salaire, c'est vraiment la stack, ça va être la culture méthodo, ça va être le produit, et ça va être, souvent, bah, les conditions, de travail. Donc j'essaye vraiment des fois de rassembler, cette annonce en me disant: «Bah, voilà, peut-être que ça, je vais le retirer, ça, machin», et après, dans comment dire? Dans, l'écriture de l'annonce LinkedIn, en bas, je dis: «Voilà, si vous voulez encore plus de détails de ce qu'il y a dans cette annonce, il y a le lien Google Doc pour pouvoir consulter vraiment, beaucoup plus d'autres aspects si vous voulez vous OK. projeter dans cette annonce», tu vois? Mais, Ça devient un contenu complémentaire et d'ailleurs, ouais. pour l'anecdote, toi, tu appelles pas ça, tu appelles même pas ça une annonce, tu appelles ça une documentation de recrutement, c'est ça? Ouais, ouais, parce qu'il y a un petit côté dans le documentation, c'est qu'il y a un historique qui est conservé, tu vois, dans la Ouais. tech. Il y a un peu, voilà, pourquoi on a fait ces choix-là, tu vois? Pourquoi on a fait ces choix techniques? Pourquoi on a voulu mettre cette architecture à ce moment-là et pas une autre architecture, et comment on envisage le futur? Eh bien, je trouve que c'est un terme qui, en fait, rassemble, quelque part une vision commune.
tu vois, et où tout le monde est aligné dans le wording, tout le monde est aligné dans ce qu'ils attendent, etc. Et c'est pour ça que moi, le mot documentation me parle parce que c'est pas juste un brief, je prends l'info et je suis pas actrice et je balance aux candidats, voilà ce qu'ils attendent. C'est à un moment donné, on Ouais, s'est mis d'accord, tu vois. On a mis nos ouais. idées, nos points en commun, nos envies aussi respectives, parce que moi, il y a des fois sur quoi, voilà, je veux dire, bah là, franchement, en termes de process, c'est peut-être un peu lourd. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas mettre cette étape avant l'autre, etc. Et des fois, ils écoutent ce que je leur suggère et ça s'inscrit ensuite dans l'annonce de la modification de ce qu'ils avaient initialement entrepris en termes de processus de recrutement, par exemple. Donc, à partir de Mhm. là, pour moi, je parle d'une documentation parce qu'au final, non seulement en amont, c'est ce qu'on s'est dit, mais c'est aussi l'occasion de revenir dessus. Ça, peut-être que finalement, on va pas exactement le faire comme ça dans le process. Peut-être qu'il y a des éléments très structurants comme le salaire qui vont pas changer, mais peut-être qu'il y a d'autres choses en matière, je sais pas, de profil. On n'était plus sur un senior, alors finalement, on va peut-être rentrer plus sur un confirmé. Hop, on change. Et du coup, ça permet aussi de se dire, bah là, en fait, c'est un peu mon garde-fou aussi. C'est-à-dire que par le passé, j'avais parfois des personnes qui me disaient, bah, en fait, on veut ça. Et j'ai dit, mais en fait, c'est pas trop ce qu'on s'est dit. Bah, si, c'est ce qu'on s'est dit. Et des fois, il y avait une sorte d'incompréhension sur ce qui a été dit en amont, parce que ça a été dit de façon peut-être trop Ouais. rapide ou de façon trop entre deux portes, etc. Et je me dis, mais en fait, il manque un truc. Il aurait fallu une sorte de documentation écrite pour qu'on se mette tous d'accord, etc. Et c'est pour ça que c'est une sorte de garde-fou où quand là, des fois, je vois, il y a des gens qui disent ah, on n'est pas d'accord sur ce candidat-là, ça va pas. J'ai fait bah pourtant, on s'est mis d'accord sur cette fameuse documentation que pour qu'il n'y ait pas de blocage à ce point-là, pourquoi ça a changé. Donc c'est les façons de rediscuter, de redébattre. Et du coup, moi, Tu verrouilles et en même temps c'est vivant, c'est pas figé, ça devient un outil, presque un outil collaboratif, un outil, c'est ça. c'est ça. C'est ça, Ouais. c'est exactement le mot. C'est un outil collaboratif. C'est mon garde-fou et ça me permet aussi de voir à quel point ce qu'ils disent, c'est vrai. C'est tout bête parce que même toi, en tant Hmm. que recruteur, tu peux te faire un petit peu avoir, on va pas se mentir. Des fois, il y en a qui te vendent des trucs incroyables. Il y a des très bons tchatcheurs et dans tous les métiers, hein, recruteurs, marketeurs, publicitaires, etc. Et quand tu l'écris, ça engage. Moi, je pars du principe que quand tu écris, ça engage. C'est-à-dire que moi, après, je le Ouais. diffuse sur LinkedIn, je le diffuse sur Twitter, je le diffuse sur, je sais pas, à plein d'autres endroits. Si ce que tu écris, c'est faux, les gens en interne, ils vont t'appeler. Excusez-moi, le salaire, là, je comprends pas. Excusez-moi, la culture Ouais. technique. Ouais, Non, ouais. c'est pas vrai, en fait. On fait pas du tout ça. Et des fois, en fait, c'est vraiment arrivé comment, de me retrouver dans cette situation où c'était encore une fois avant que je fasse ces documents où à un moment donné je vends ça à des candidats, c'était voilà des consultants et tout. Il y a des gens consultants qui me disaient ah, non 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 dans notre mission on n'a pas du tout ça, c'est pas le cas et tout. Donc ça permet un peu aussi de dire à quel point c'est vrai. Et quand je vois l'entreprise me dit de changer ça, je me dis en fait tout ce qu'elle m'a dit c'était pas vrai, tu vois. Et là je rechallenge, je dis mais pourquoi on doit changer, pourquoi par rapport à ce qu'on s'est dit. Alors c'est pas exactement ce qu'on a dit, effectivement on en full remote, mais c'est quand même vachement plus de l'hybride. Ah la vérité, elle est là. Bah voilà, on y dit. Du coup, moi, j'ai la vérité aussi à travers ça, tu vois. Ouais, C'est pas ouais. juste. Ouais, euh, ça les Ah pousse oui, vraiment dans l'exercice ça de désengage. l'honnêteté. Ouais, 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 très bien, très C'est ce que je clair. te disais. Euh, Pardon, vas-y, je te laisse. Voilà. non, mais t'inquiète. Ouais, un nom qui est Ouais, affiché, ça engage beaucoup plus que juste leader sur le marché, tu vois. C'est beaucoup plus engageant. le fameux Voilà. leader de la moquette. Hein, on va les creuser plus. Et d'ailleurs, dans l'exemple de cette annonce et dans toutes tes annonces, d'ailleurs, j'avais remarqué que tu cites les valeurs que l'entreprise te donne, mais après, tu les expliques. C'est pas on se contente de dire chez nous la valeur, je sais pas, je dis n'importe quoi, solidarité, elle est importante. Toi, t'expliques vraiment comment ça s'illustre. Je me rappelle dans une des annonces que tu m'avais partagées où il était question de chez nous, on respecte Oui. les horaires, la charge de travail, etc. Et c'est bien expliqué que tous les jours, on ne dépasse pas 18 heures, sauf exception. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais ne pas se contenter d'utiliser des mots, des formulations toutes faites, notamment sur Là, le socle valeur. c'est un petit peu ce que tu fais avec des candidats quand des fois ils te disent voilà moi je suis rigoureux ou Hum, je c'est vrai. suis je sais pas je pourrais te Ouais, dire très dans la solidarité l'entraide ok mais concrètement ouais, alors donne-moi ok. tu fais quoi en fait. Donne-moi des exemples. Ouais, C'est comme le je t'aime ok prouve-le quoi c'est quoi les ouais. preuves
de ce que tu avances. Et là, c'est pareil, Ouais. les valeurs, c'est de donner des preuves, mais c'est aussi, ça n'a pas de sens si quelque part, tu as des soft skills que tu recherches qui ne vont pas avec tes valeurs. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me disent, voilà, moi, nos valeurs, c'est l'open source, équipe distribuée, machin. Et puis à côté de ça, bah, la réalité, c'était, bah voilà, on veut des personnes qui sont à 2 heures de chez nous, quoi. Tu vois, il y avait des fois un petit peu ce côté entre qui dit le côté très open source, full remote et finalement les gens que tu recherches. Des fois, il y a une dissonance, je trouve, assez forte entre ce que prône l'entreprise en termes de valeurs et ce qu'elle recherche. Et donc, c'est pour ça que souvent, je leur dis, OK, mais ça matérialise comment ces valeurs? C'est quoi les soft skills associés à ces valeurs? Qu'est-ce que vous attendez concrètement des personnes aussi que vous cherchez par rapport à cette valeur? Donc, je creuse un petit peu, tu vois, la notion de valeur, c'est pas juste un mot sur le mur. OK, il nous reste, à peu près 5 minutes, si tu es OK, et comme ça, tu vas me dire si j'ai bien retenu la leçon. Heu, J'aimerais bien partager, disons les bénéfices autant côté client que côté candidat, et je trouve que côté candidat, c'est d'autant plus parlant avec la thématique du jour, et d'amener les entreprises à assumer leurs défauts, à être authentiques et honnêtes dans leur communication. Mais côté client, concrètement, ta démarche, c'est carrément un audit. On est Mmh. vraiment dans la dimension de l'audit. Tu viens challenger l'entreprise aussi, on l'a vu par les exemples que tu as pu nous passer, nous partager. Et faut savoir aussi que ce que tu construis en termes de support, là, ta documentation, faut savoir que c'est un support, alors on l'a dit, qui est questionnable, qui devient collectif, mais c'est surtout qui est durable, d'autant plus que le client peut réutiliser Oui, ce support. C'est ça. Et bon. même, petit truc, c'est que des fois, ça t'est arrivé que des entreprises te sollicitent uniquement, entre guillemets, pour cette partie audit, et faire émerger ce type de documentation, c'est ça? Je dis pas de bêtises? Oui, c'est effectivement, des fois, ça m'est arrivé qu'elles aient pas forcément le budget, mais qu'elles me disent: «Voilà, est-ce que tu peux, nous faire un peu ce type d'audit?» Révéler vraiment, ce qui est vendeur, pas vendeur, construire, cette documentation et après derrière, nous, on l'utilisera, pour, nos propres recrutements. Donc c'est déjà arrivé effectivement qu'il y ait que cette partie qui soit utilisée dans ma méthode. Mmh. OK. Et alors côté candidat, c'est là que c'est d'autant plus, parlant. Je vais, partager un peu ce que tu m'avais dit en off, mais en gros, concrètement, les effets que ça a, de voilà, parce qu'on a dit, hein, il y a une contrainte de temps, on va pas se mentir, ça demande un vrai travail, hein, c'est ce que je disais en amont, enfin, c'est un vrai travail de fourmi, quoi. Si tu vas aller creuser, 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 chercher. Donc les effets côté candidat, déjà, il y a une espèce d'effet miroir pour les candidats, parce que en fait, ils vont eux-mêmes, en entretien, te donner un niveau de détail similaire à ce que toi, tu as donné, du coup, dans ta communication avant l'entretien. On est d'accord? Ça, tu l'as observé, tu l'as éprouvé, tu l'as vu? Alors souvent, ils arrivent avec, tellement d'informations qu'ils ont du coup d'autres questions à poser et ça permet vraiment d'avoir des gens en entretien quand ils vont rencontrer, si c'est bien ça la question, hein, qui vont rencontrer les clients en face, c'est d'avoir à un moment donné, une motivation qui est augmentée, quoi. Souvent, il y en a certains, ils me disent: «Voilà, j'ai l'impression d'avoir passé déjà 3 étapes d'entretien en lisant juste ton annonce en recrutement». Toutes les questions que je peux poser aux différentes étapes, bah, du coup, tout a été condensé et ce qui fait que quand ils sont avec moi déjà, ils ont d'autres questions, ils vont creuser un petit peu plus ce qu'ils ont lu. Donc là, je vois tout de suite les candidats plutôt motivés et d'autres qui sont à me dire, bah, j'ai vu que la tech, tu vois? Et là, je me dis: «Ah, c'est un peu dommage quand même» ou des fois, j'ai Mmh. pas lu la liste, tu vois? Mais je me dis: «Ah, c'est encore plus dommage». Donc du coup, ça me permet aussi de voir, voilà, déjà le niveau d'intérêt, que va porter un candidat pour un projet d'entreprise et comment dire? Une fois qu'on est en entretien, bah, je vais pas passer une demi-heure à papoter avec, sur, bah, voilà, ce que fait l'entreprise vu que c'est déjà tout est écrit dans l'annonce. Oui, il y a ce deuxième effet, qui se On coule, gagne en temps. expression des années 90. Ouais, on Deuxième gagne effet qui se coule. en entretien, quoi. Du coup, si je fais 1 heure Ouais, d'entretien, c'est pas pour parler, pendant une demi-heure de mon client. Donc on ouais. gagne en un temps fou et les Il est questions clients. orienté, candidat, C'est ton ça, entretien, du coup. beaucoup plus, ouais. Et il y a un 3e effet, et pas des moindres, c'est sur ta crédibilité. Du coup, ça démontre ton expertise, ouais, et au-delà de l'expertise métier, il y a aussi cette notion de respect et Mmh mh. d'effort que tu as mis dans ton travail, et ça sert quand même vachement à redorer l'image des recruteurs aujourd'hui, on en a besoin.
je crois. Mine de rien, ce que tu fais, ça contribue aussi, je pense en tout cas, à redorer l'image des recruteurs. Il y a Hélène qui dit, c'est le but d'une annonce, tu veux pas attirer la terre entière. Mais c'est exactement ça. De toute façon, une annonce, ça doit autant attirer que faire fuir. C'est ce qu'on dit souvent. Complètement. Ouais. Ça filtre. Mais oui. Non, vas-y. Non, je disais, effectivement, les candidats, souvent, ils ont l'impression d'avoir été un peu plus respectés, quoi. C'est-à-dire, non seulement il y a eu un bon ciblage, parce que moi, je sais ce que veut mon client, donc je sais mieux cibler qui j'ai en face de moi. Et puis après, derrière, je leur dis, voilà, le contenu, en gros, je te donne tout avant même que tu aies postulé. Alors qu'avant, c'était plutôt l'inverse. Ah, bah, si tu es motivé, je te donne un petit peu plus du gâteau, tu vois. Ah, si tu montres ton CV, hop, je te montre ma carte, tu vois. Et là, c'est tout l'inverse. Moi, je donne tout en mode open bar et ils se disent, ah ouais, d'habitude, on n'a pas souvent ça. C'est souvent, j'ai le nom du client et encore, j'ai le nom de la stack et encore, il faut que j'aille creuser, que j'aille. Tu sais, il y a un petit peu ce côté séduction, mais on ne monte pas trop là. Sur en mode, allez, c'est à poil, vas-y, fais-toi plaisir. Quoi, tu vois, il y a un petit côté beaucoup plus honnête et transparent. Et je trouve que jusqu'à maintenant, voilà, les candidats que je recrute sont dans la cible, quoi. Tu vois. Et en plus, ils te font des feedbacks assez parlants. J'en ai 2 sous les yeux et ça sera la conclusion de ce live. Quelqu'un qui t'a écrit « Merci beaucoup pour cette annonce super détaillée. Ça fait plaisir à lire et ça répond déjà à pas mal de questions que j'ai l'habitude de poser. » Donc, tu vois, c'est ce que tu disais, ça mâche quand même ton travail en entretien. Tu peux te focaliser 100% sur ton candidat et à son évaluation que de passer du temps à lui expliquer l'entreprise, le projet, tout ça. Et un autre message que j'ai trouvé intéressant parce que en gros, la personne, elle est en train de t'éconduire. Hein. Elle te dit « Merci, mais actuellement, je ne suis pas du tout à la recherche de nouvelles opportunités. » Mais cette personne, elle a ajouté « Par contre, j'ai apprécié la qualité de l'annonce, détaillant à la fois la technique, mais surtout le contexte produit, ce qui est assez rare et tellement utile. » Et je trouve que ces retours-là, c'est hyper parlant parce que en conclusion, ce qu'on peut peut-être s'en dire, c'est que ce qui est important, c'est de s'adresser à une cible et de comprendre sa cible. C'est vraiment le point de départ, finalement. Et après, les questions de temps, parce que finalement, il n'y a pas eu tant d'objections dans les commentaires sur la contrainte de temps. C'est plus moi qui t'ai un peu cherché sur ça, mais je m'attendais tellement à ce que des recruteurs nous disent « Mais c'est énorme, pas ça, t'en fous à faire ça. » Mais c'est aussi l'avantage, c'est qu'à force, t'es rodé, t'as une mécanique, ça s'inscrit après dans le temps, ça devient une routine. Donc voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager, Shirley, avant je vais juste te dire en finale un peu la réponse de Nabil, voilà, sur quels critères. En fait, le critère, c'est simple, c'est tu donnes, t'attends à ce que la personne te donne un peu en retour. C'est-à-dire que j'attends qu'effectivement un candidat me dise à un moment donné, voilà, j'ai vu l'annonce, j'ai compris ça, et quitte à me faire des critiques en fait sur l'annonce. Moi, ça me va en fait. Les critiques me dérangent pas. Mais quelqu'un qui va juste regarder que le mot-clé, Java par exemple, qui va pas du tout s'intéresser au produit, qui va pas du tout. Et pourtant, il y a de la matière, tu vois. C'est pas comme si tu arrives avec 0 sur la table et qu'effectivement, du coup, il y a que je recrute sur Java. Là, je peux le comprendre. Mais en fait, je donne suffisamment, je trouve, de détails, de pertinence produit, on en parlait justement, de pertinence de contexte, de pertinence business. Si une personne, pour moi, fait que un focus tech, ça va être pour moi un peu un red flag, un exemple. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, un recruteur, je trouve, son job, c'est pas juste de trouver la bonne personne pour le poste, mais c'est aussi de comprendre sa communauté, c'est comprendre quelles sont les attentes, quelles sont les envies, les aspirations. Elles changent avec le temps. Puis un temps, peut-être que l'humour, ça passait super bien et je continue d'en faire, mais faire juste des gauleries par mail, c'est pas suffisant. Tu vois, à un moment donné, j'ai changé aussi avec le temps, c'est s'adapter et la comprendre. Et la comprendre, c'est pas juste de l'imiter, tu vois, c'est à un moment donné vraiment de savoir voilà, ce qu'elle attend, ce qu'elle veut. Donc, c'est vraiment au-delà juste de son client, c'est de comprendre dans quel environnement le recruteur y baigne. Et plus il comprend son environnement, et plus il est capable justement de conseiller ses clients, je trouve. Voilà, c'est ce que je dirais à peu près sur le mot de la fin. Eh ben, c'était très beau, merci. Merci. J'espère que ce live il vous a plu. Avec un beau coucher de soleil. N'est-ce pas, avec des dauphins qui sautent au-dessus de la mer. Merci à vous qui étiez présents dans l'audience. J'espère que ce live il vous aura plu. Moi, j'étais très contente de pouvoir partager du concret avec notamment une de tes annonces. Mais je vous encourage vivement à aller suivre Shirley, que
que ce soit sur LinkedIn ou Twitter, enfin feu Twitter X. Mais ouais, allez la suivre parce que je pense que c'est un super exemple, très inspirant et à réadapter à vos contextes évidemment, mais voilà, allez-y. Et moi, je vous retrouve comme d'habitude sur LinkedIn. Je vous retrouve sur le blog de Thalys. On a plein de ressources. On avait déjà exploré le sujet du brief, de la prise du besoin qui peut être hyper complémentaire avec ce que Shirley a évoqué aujourd'hui. Donc, rendez-vous sur le blog et je vous dis à très bientôt, à très vite. Hélène a dit merci, c'était cool. Merci Shirley, à bientôt. À bientôt. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.